Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Focus Histoire. Et pour commencer, on va traiter d'un gros morceau d'histoire dont finalement on a tous une connaissance très approximative, mais qui pourtant forge notre imaginaire sur nos origines. Je veux bien évidemment parler de nos ancêtres, enfin soi-disant, les Gaulois, et de leur chef qu'on a parfois tendance à considérer comme le premier français de l'histoire, Vercingétorix. Alors je prends tout de suite du recul sur les termes, parce que comme vous allez le voir, c'est un peu plus complexe que ça. Mais nos origines gauloises, c'est une idée qui s'est imposée au fil des siècles jusqu'à maintenant. Et c'est pas étonnant qu'à une époque où tout le monde semble obnubilé par la définition de notre identité, les Gaulois reviennent régulièrement taper l'incruste au cours d'une discussion ou au détour d'un discours politique. On visera personne. Mais les Gaulois, qui étaient-ils en réalité ? À quoi ressemblait leur vie? Qui était ce Vercingétorix? Et surtout, quel est leur lien avec nous? On va essayer de démêler un peu tout ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Déjà, les Gaulois, c'est qui? C'est quoi? Je pense que pour beaucoup, l'image du Gaulois se limite à celle de deux personnages. Le premier, Vercingétorix, sur lequel on reviendra plus tard, et le deuxième, lui. Alors personnellement, je suis un très grand fan d'Astérix, mais force est de constater qu'il a aussi permis d'ancrer pas mal de clichés sur les Gaulois. Je vais peut-être un peu égratigner votre univers de gosse, mais on va commencer par démonter quelques-uns de ces clichés. Déjà, premier cliché, la moustache. En réalité, les Gaulois ne portaient pas d'énormes moustaches, César les décrit comme chevelus, mais la moustache c'est quelque chose qui a été ajouté aux attributs des Gaulois sous Napoléon III, quand on a commencé à en faire nos ancêtres mythiques. Il s'agissait alors de leur donner une image paternelle, d'où la moustache à l'époque. Les menhirs c'est pareil, rien à voir avec les Gaulois. Bon, les menhirs ça existe, mais en vrai c'est beaucoup plus vieux que les Gaulois. Et ces putains de casques! Non mais sérieux! En vrai, les casques gaulois, ça ressemblait à ça. Les cornes et les ailettes, c'est n'importe quoi. C'est les Germains, bien après, qui tunaient leurs casques avec des trucs comme ça, pas les Gaulois. D'ailleurs, les casques gaulois étaient réputés pour leur efficacité, notamment parce qu'ils protégeaient bien la nuque, à tel point que les Romains les copieront après la guerre des Gaules. En vrai, du coup, les casques gaulois ressemblaient plus à ceux des Romains dans Astérix. Bon, je pourrais démonter d'autres clichés, mais bon, j'ai pas envie de faire une vidéo pour faire la peau d'Astérix non plus, donc passons à la suite. Donc les Gaulois viennent d'où? Les Gaulois descendent de ce qu'on appelle la culture de Hallstatt, qui se développe dans le centre de l'Europe à partir du XIIe siècle avant notre ère. Dans les siècles suivants, les peuples de cette région, les Celtes, s'étendent vers l'ouest de l'Europe. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, ces Celtes occuperont une grande partie de l'Europe occidentale. On appellera d'ailleurs culture de l'Athènes la civilisation celte qui se développe sur ce vaste territoire à cette époque-là. Et les Gaulois sont un des peuples de cette civilisation. Et ces Gaulois vont faire parler d'eux très tôt dans l'histoire. En moins 387, le chef gaulois Brennos, chef des Sénons, envahit le nord de l'Italie et pille Rome. Et en moins 279, d'autres Gaulois iront même jusqu'en Grèce et pilleront notamment le sanctuaire de Delphes. Donc bon, les gars, un peu agressifs quoi. Alors qu'est-ce qu'on appelle la Gaule au juste? La Gaule, c'est un territoire s'étendant en gros sur la majeure partie de la France, de la Belgique et de la Suisse actuelle. César la divise en 4 grandes régions, la Gaule narbonnaise, la Gaule aquitaine, la Gaule celtique ou chevelue, et la Gaule belgique. Et on arrive là au cœur du problème de définition. Gaules et Gaulois, ce sont des termes romains. C'est eux qui les désignent comme ça, avec des mots qu'ils ont eux-mêmes créés. En réalité, il n'y a pas de Gaulois, mais un ensemble de peuples qui parlent quasiment la même langue, pratiquent quasiment la même religion, ont presque le même mode de vie, avec quelques spécificités, mais en tout cas, il n'y a pas d'unité de leur peuple. Ils sont tous indépendants, ils commercent entre eux, parfois non, sont capables de s'allier les uns aux autres, ou de se foutre sur la gueule, et les distances font d'ailleurs que beaucoup s'ignorent tout simplement. Donc parler de peuple gaulois au singulier, ça a autant de sens que de parler d'Indiens d'Amérique comme d'un tout. Il y a d'ailleurs pas mal de parallèles à faire. Mais bon, pour éviter de devoir parler d'Arverne, de Rhem, de Lémovis, de Biturige, de Santon, de Séquane, de Sénon, de Vénète, de Parisie, de Nitiobroge, de Turon, de Carnut, de Tectosage ou d'Arrêt Comique, on utilisera le terme gaulois. Sinon ça va être compliqué. Alors comment s'organiser ces peuples? Bah là aussi ça dépend, il y en a qui ont des rois ou des chefs, certains sont dirigés par des conseils d'aristocrates ou de magistrats, certains ont même des formes de démocratie comme les Éduins ou les Bellovaques, on a un peu de tout. Par contre au niveau social on retrouve des trucs un peu communs. On peut dire que chez les Gaulois le pouvoir est généralement aux mains des riches ou de ceux qui ont les plus grandes propriétés foncières, ou des chefs militaires qui bien souvent sont les mêmes. La plupart des Gaulois sont des agriculteurs, des commerçants ou des artisans, parfois des mineurs ou des pêcheurs suivant les régions. Et en Gaule, il y a aussi beaucoup d'esclaves qui sont souvent des prisonniers de guerre issus d'autres tribus, donc finalement une société assez classique pour l'époque. Il y a quand même une figure un peu particulière chez les Gaulois, celle du druide. Les druides sont des personnages religieux, mais ce sont aussi des astronomes, des médecins, ils sont chargés de l'éducation et ont parfois des pouvoirs judiciaires, donc ils ont une importance pas négligeable. Ça, pour le coup, c'est bien retranscrit dans Astérix. Panoramix, c'est plus que le magicien du coin, c'est aussi l'autorité morale pour tout le monde. Parfois, on se demande même si c'est pas lui le vrai chef du village, au final. D'ailleurs, les villages, ils ressemblaient à quoi?
Là aussi, les représentations sont assez proches de la réalité. Ils se composaient de maisons de torchis, souvent entourées de palissades de bois. Mais penser que les Gaulois vivaient dans des petits villages au fond des bois est un peu caricatural. Premièrement parce qu'à l'époque des Gaulois, il y avait déjà eu beaucoup de déforestation, donc le paysage était finalement assez ouvert. Mais aussi parce que beaucoup de Gaulois habitaient en ville. On estime par exemple que la ville de Bibracte, la capitale des Éduins, a eu entre 5 et 10 000 habitants, ce qui n'est pas rien pour l'époque. Elle s'étendait sur 135 hectares, entourée par 2 rangées de remparts. On appelle ce genre de ville fortifiée des oppidas. Et des oppidas, il y en a beaucoup en Gaule, les 2 plus célèbres étant évidemment Gergovie et Alésia. Ces villes sont très bien structurées, avec des quartiers divisés selon leurs fonctions économiques, notamment autour de leur production artisanale et des éléments architecturaux remarquables. Les remparts des Gaulois impressionneront d'ailleurs beaucoup les Romains, et Jules César en fera souvent l'éloge dans ses écrits. Le développement de ces villes s'explique par la très grande richesse de la Gaule. Loin de l'image de barbares un peu bas du képi généralement véhiculée, les Gaulois ont su profiter de leur position géographique centrale, de leur territoire multiforme et de leur ouverture sur plusieurs mers pour s'imposer dans le commerce. Les Gaulois utilisent la monnaie, leur agriculture et leurs mines leur permettent d'avoir accès à beaucoup de matières premières, ils importent également beaucoup de matériaux qu'ils échangent et surtout qu'ils transforment. L'artisanat gaulois est ainsi réputé dans toute l'Europe. Alors qu'est-ce que les Gaulois fabriquent? Vu la richesse de cet artisanat, on aurait peut-être plus vite fait de se demander ce qu'ils fabriquent pas. Les Gaulois fabriquent des poteries et des céramiques en quantité industrielle grâce au développement du tour de potier. Ils travaillent le bois qu'ils sculptent, taillent, déforment. C'est d'ailleurs eux les inventeurs du tonneau. Ils produisent des tissus, du verre, des bijoux, des objets en matière animale, os, ivoire ou corne. Ils produisent également du savon, de la bière, des objets en cuir, du sel, du fromage. Ouais, déjà. Ils revendent de l'ambre que leur fournissent les Scandinaves, de l'huile d'olive d'Italie ou d'Espagne, ils produisent des armes, vendent du bétail, etc., etc. Les archéologues ont même retrouvé des patins à glace produits en Gaule. Mais s'il y a un truc pour lequel les Gaulois sont unanimement respectés à l'époque, c'est le métal. Mais non, le métal. Les Gaulois maîtrisent tous les métaux auxquels ils ont accès. L'étain, le cuivre, l'acier, le fer, l'or, l'argent, tout. Alors avec, ils font des armes, des outils, des bijoux, de la vaisselle. Leur production est parfois proto-industrielle, les métaux sont chauffés dans des bas fourneaux, et dans certaines villes, il y avait probablement des dizaines et des dizaines d'artisans. Tiens, je vais vous donner un exemple marrant pour vous montrer que c'était pas en mode le forgeron du village qui bricole des machins dans son garage. Dans certaines régions de la Gaule, des archéologues ont trouvé des stocks de lames de hache enterrées. Mais genre, des stocks, À Mort-de-Bretagne, par exemple, on en a retrouvé 4000, bien rangés et enterrés. Alors on ne sait pas exactement pourquoi, mais une des explications serait que les Gaulois enfouissaient du métal pour spéculer dessus. Franchement, spéculer sur des stocks de matières premières pour pouvoir exploiter les travailleurs au moindre coût, pour pouvoir ensuite enculer au maximum les consommateurs, en vrai c'était pas des barbares, c'était juste des visionnaires les mecs. 800 ans avant Jésus-Christ, Goldman Sachs, 30 siècles de retard. Bon, on a vu ce qu'ils vendaient, mais du coup ils achetaient quoi les Gaulois? Beaucoup de trucs, et notamment du vin qu'ils achètent aux Romains. Beaucoup de vin. 30 millions de litres par an pour à peine 10 millions de pélos. C'est énorme pour l'époque, Et d'ailleurs, fait marrant, les Gaulois étaient notamment qualifiés de barbares par les Romains parce qu'ils buvaient le vin pur, alors que les Romains, eux, le coupaient à l'eau. Ils sont fous, ces Romains. Bon, maintenant que vous avez un aperçu de ce qu'étaient les Gaulois, il est temps de passer à notre deuxième partie, Vercingétorix et la guerre des Gaules. Alors, la guerre des Gaules, c'est un des événements les plus marquants de l'Antiquité de l'Europe de l'Ouest. Et c'est sans doute la conquête romaine la mieux documentée, ceci grâce à un des principaux protagonistes, Jules César, qui va écrire un bouquin là-dessus, Commentaire sur la guerre des Gaules. Un bouquin dans lequel il raconte tout le déroulé des événements, il y note aussi des observations sur les Gaulois, leur mode de vie, leurs coutumes, leurs villes, etc. En gros, c'est un peu un des premiers livres d'histoire, de géographie, de stratégie militaire, de sociaux et d'anthropologie en même temps. Même si, bon, on peut douter de l'objectivité du gars. Alors la guerre des Gaules, c'est quoi? Là aussi, on va voir que l'image qu'on a de tous les Romains qui mettent sur la gueule de tous les Gaulois, c'est un peu à nuancer. Déjà, revenons sur le contexte général. Avant le déclenchement de la guerre des Gaules en -58, Rome contrôle déjà quasiment tout le bassin méditerranéen. Rome a conquis toute l'Italie, la Grèce, l'Hispanie, une partie de l'Asie mineure, un bout de l'Afrique du Nord, et depuis environ 120 avant Jésus-Christ, la partie sud de la Gaule. Ça avait alors donné lieu à une première guerre des Gaules, mais à cette époque, les Gaulois ne s'étaient pas entendus, et certains s'étaient même alliés militairement aux Romains, notamment les Éduins. On va dire que du coup, les relations entre Romains et Gaulois sont un peu fraîches, mais globalement ça peut aller, et après ça, les rapports commerciaux reprennent. Mais les choses vont s'envenimer au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, il y a beaucoup de mouvements de population dans le centre de l'Europe. Poussés notamment par des crises alimentaires récurrentes, les Germains ont tendance à migrer vers le sud, et se confrontent de plus en plus aux Helvètes. Les Suisses. Ces derniers, totalement bloqués, décident, sous le commandement de leur chef Divico, de faire migrer l'ensemble de leur peuple. Les Santons, les Gaulois vivant dans l'actuel Bordelais, proposent de les accueillir. Sympa les Santons.
seras bienvenu chez moi. Mais voilà, en chemin, ça se passe pas super bien. Et les Helvètes, qui sont quand même 400 000, se font attaquer par le chef des Éduins, Dumnorix. Ce dernier appelle à l'aide ses alliés, dont les Arvernes notamment, mais aussi ses potes romains. Et ça nous permet d'introduire deux des principaux protagonistes de l'histoire. Le premier, Jules César, est le gouverneur des provinces romaines du sud de la Gaule. C'est un personnage important à Rome, qui a beaucoup d'ambition politique et qui est à la recherche de succès militaire pour asseoir sa légitimité. Le deuxième est un jeune chef arverne, Vercingétorix, qui se bat alors avec César et Dumnorix contre les Helvètes. Vercingétorix est né aux alentours de 80 avant Jésus-Christ, il est le fils de Celtios, le chef des Arvernes, qui est condamné à mort alors que Vercingétorix est enfant, accusé d'avoir voulu rétablir la monarchie chez les Arvernes. Son frère Gobanitio, responsable de cette sentence, devient alors le chef des Arvernes. Vercingétorix est donc un noble gaulois, allié de Rome en moins 58. César et les Gaulois défoncent donc les Helvètes qui retournent dans leurs montagnes plus vite qu'ils en sont arrivés. Le problème, c'est que César n'a pas tellement l'intention de rentrer chez lui. Il s'installe, demande aux Gaulois de lui payer des taxes en remerciement, monte des camps militaires, et certains commencent à se dire « Dis donc Gilo, c'est cool d'être venu nous aider, mais t'as pas l'impression de te taper l'incruste là ?» Bon, ça va quand même prendre pas loin de 5 ans avant que certains se décident à réagir. À l'hiver moins 53, les druides et les chefs gaulois, que ça commence à gonfler, se réunissent dans la forêt des Carnutes. Ils décident de chasser les Romains et nomment Vercingétorix, qui fait partie des énervés, chef pour ça. Vercingétorix rassemble des soldats venus de partout, retourne à Gergovie, la capitale arverne, d'où il chasse son oncle Gobanitio, fidèle aux Romains, et se fait proclamer chef de son peuple. À partir de là, de plus en plus de soldats rejoignent Vercingétorix. Durant toute l'année moins 53, Vercingétorix et ses alliés se fritent avec les Romains dans différents coins de la Gaule, mais aussi avec les Gaulois alliés de César. Ils disposent de milliers d'hommes, et notamment d'une énorme cavalerie qui leur permet d'être très efficaces et très rapides. Vercingétorix unit sous son commandement une grande partie de la Gaule, de gré ou de force, deux camps se forment alors, Vercingétorix et ses potes d'un côté, César et les siens de l'autre. Mais ces deux camps ne s'affrontent pas directement en mode bourrin. Vercingétorix pratique une guérilla, harcelant les Romains pour les épuiser et pratiquant la politique de la terre brûlée. C'est-à-dire qu'en gros, ils crament tout sur leur passage pour que les Romains aient des difficultés à s'approvisionner. Les deux forces s'affrontent finalement directement qu'en 52 avant Jésus-Christ, à Gergovie. Cette bataille est restée mythique parce que les Gaulois vont la gagner. Vercingétorix a décidé de s'enfermer dans la ville avec ses troupes, et après un petit siège, César, impatient, décide de donner l'assaut de la ville. Mais les Gaulois arrivent à le repousser, notamment grâce à leur très bonne fortification dont on a déjà parlé. César décide donc de se replier en se disant que les Gaulois enfermés dans un oppidum sont quasiment indélogeables et qu'il va falloir trouver une autre stratégie. Il se barre alors vers le nord de la Gaule, où il a encore des alliés, et il va réunir là-bas environ 72 000 hommes. De son côté, Vercingétorix, conscient du fait qu'il se ferait poutrer en combat direct, décide de retenter le coup de Gergovie à l'oppidum d'Alésia, en Bourgogne actuelle. Mais ça va moins bien se passer. Sûr de lui, Vercingétorix se barricade donc dans Alésia avec environ 80 000 hommes. Mais César ne fait pas l'erreur de Gergovie, il va cette fois-ci tenir un siège qui marquera l'histoire militaire. Alésia est un oppidum sur une colline entouré d'un solide rempart. César va alors faire un truc totalement fou. Il va lui aussi entourer la ville de remparts afin de bloquer totalement les Gaulois. Alors bon, ça se fait pas du jour au lendemain, et quand Vercingétorix voit ce que les Gus sont en train de faire, il se dit que ça commence à puer sévère. Et donc il envoie sa cavalerie en dehors de la ville, pas pour aller se faire les Romains, mais pour aller chercher des renforts. Beaucoup de renforts. Et pas con. Bah pas con, sauf que César, il est pas con non plus. Et pire que ça, il est givré. Et il va décider de pas construire un rempart, mais deux. Un rempart intérieur pointé vers Alésia, et un rempart extérieur pointé sur l'extérieur, pour se protéger des renforts. Et quand César fait un rempart de siège, il fait pas un talus avec des tranchées, non. Les deux remparts de César sont assez symétriques du point de vue de leur élaboration. Ils se constituent de palissades avec des tours à 3 étages, des fossés, des lignes de pieux ou de branchages taillés en biseau, des pièges, notamment des espèces d'entonnoirs avec des pieux au fond, que quand tu tombes dedans avec ton cheval, t'es mal, et encore des fossés parfois, et parfois avec de la flotte dedans. César, quand il veut quelque chose, il fait ça bien. Bon, je vous passe sur tous les détails du siège, mais au bout d'un moment, les renforts se pointent, et ça tombe bien parce que dans Alésia, on commence à crever de faim. Et au niveau renfort, c'est pas mal du tout, puisque c'est plus de 200 000 Gaulois qui viennent à la rescousse, dont 8 000 cavaliers. Donc on récapitule, 80 000 Gaulois dans Alésia, plus de 200 000 en renfort, contre 72 000 Romains au milieu, plus un rempart super badass. Les deux armées gauloises attaquent les remparts romains en même temps, 3 fois de suite, à plusieurs endroits, sauf que, malgré leur supériorité numérique, ils n'arrivent pas à percer significativement la muraille romaine. Les Romains se lancent alors dans une contre-attaque de cavalerie qui désorganise totalement les Gaulois. Du côté intérieur, Vercingétorix décide de sonner la retraite, ce qui provoque une débandade de l'armée extérieure, dont une grosse partie se barre.
Il y a beaucoup de morts et ça fout un gros coup au moral des assiégés. Et déjà dans Alésia, c'est pas le top à ce niveau-là, hein. Ils ont plus de bouffe, donc se mettre à assiéger le rempart de siège des Romains avec ce qui reste de renfort, bah c'est pas trop possible. Putain, ça aurait été bien troll comme stratégie. Et le lendemain de la bataille, après 6 ans de guerre, plusieurs semaines de siège et une bataille qui a duré 1 jour et demi, au petit matin, Vercingétorix et les Gaulois décident de sortir afin de déposer les armes. Forcé de constater que s'ils continuent, ils vont juste tous crever. Vercingétorix jette ses armes au pied de César, qui l'enchaîne pour le ramener à Rome comme trophée. Et il se fera buter en prison plusieurs années plus tard, en moins 46. César a eu ce qu'il voulait, hein, il peut enfin rentrer à Rome pour se faire mousser et se lancer dans la suite de sa carrière politique, mais ça, c'est une autre histoire. Et voilà, c'est fini, toute la Gaule est occupée. Toute la Gaule? Ouais, en fait, toute la Gaule. Bon, juste pour terminer hein, sur la guerre des Gaules, il faut rappeler l'importance d'Alésia pour l'Europe à l'époque. Cette défaite marque la fin de la civilisation celte continentale, de sa culture, de ses coutumes, de ses rapports sociaux. Après ça, la quasi-totalité du territoire celte sont romains, à l'exception des îles britanniques, mais ça sera réglé plus tard. Et donc les Celtes sont peu à peu romanisés et perdent leur spécificité. C'est triste. Il faut aussi préciser que c'est environ 1 million de Gaulois qui se font dessouder par César pendant cette guerre, et 1 million de plus qui seront réduits en esclavage, ce qui, pour l'Antiquité, est assez énorme. Voilà, on a fait le tour des trucs importants à dire sur les Gaulois. Enfin, presque, parce que les Gaulois, c'est pas juste des types qui vivaient il y a 2000 ans, c'est aussi un mythe. Et il y a plein de trucs à dire là-dessus, et c'est la 3e partie de la vidéo. Pendant des siècles, les Gaulois et leur histoire vont quasiment sombrer dans l'oubli le plus total. En gros, sous l'Ancien Régime, on considère que le père fondateur de la nation française, c'est Clovis, le premier roi chrétien chef des Francs, parce que ça offre quelque chose d'à peu près cohérent pour la monarchie en place. Donc ce qu'il y a avant, on s'en tamponne. Après la Révolution, la France vit une longue période d'instabilité politique qui durera un bon siècle. On a tout eu durant cette période. Différents types de républiques, de monarchies, des guerres civiles, des invasions, des coups d'État, des révolutions et 2 empires. Et c'est durant le 2e de ces empires que les Gaulois vont repointer le bout de leur moustache, de leur nez. En gros, Napoléon III se dit « c'est le merdier depuis un bout de temps, va falloir que je trouve un truc qui unit tout le monde, un mythe national dont tout le monde aurait l'impression de venir. » Sauf que il va pas se référer à un roi, parce qu'une partie des gens peuvent plus les blairer, et l'autre aimerait le virer pour en mettre un, donc niveau com c'est pourri, et avant c'est les Romains, et faire d'une occupation étrangère un mythe national c'est encore plus naze, donc il est un peu emmerdé. Le 19e siècle marque aussi le développement des études archéologiques grecques, romaines, égyptiennes et celtiques. Celtiques. Et bim, voilà, on sait ce qu'il y avait avant, les Gaulois. Alors on va les dépoussiérer, les relooker un peu, genre futal à carreaux, moustache et plumes sur le casque. On fait de leur chef le premier unificateur de la France, et le tour est joué, nos ancêtres sont les Gaulois étaient des Français, nous sommes des Gaulois. C'est magique. Et du coup j'ai envie de poser une question. Est-ce que c'est vrai ça? Et en fait, j'arrive pas à répondre à la question aussi simplement que ça devrait, genre par oui ou par non, parce que c'est un poil plus complexe. Et en vrai, je vois 3 manières de comprendre la question, avec 3 manières différentes d'y répondre. Bon allez, je me lance. Question numéro 1. Est-ce que les Gaulois sont nos ancêtres génétiques? Oh putain, j'aime pas le terme. Mais j'ai pas trouvé mieux en fait. En gros, la question c'est, y a-t-il des Gaulois dans les arbres généalogiques des Français? Ou pour le dire autrement, a-t-on du sang gaulois qui coule dans nos veines? Oui... Bon déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que les Gaulois ne disparaissent pas physiquement après la guerre des Gaules. La plupart continuent de vivre en Gaule et évoluent juste. Ils traversent les âges ou pas, migrent ou pas, se mélangent ou pas, enfin la vie quoi. Donc il y a probablement plein de gens en France qui ont des ancêtres gaulois, mais pas que, parce que notre pays a connu plein de mutations, plein de migrations, c'est évident, et les gens se sont mélangés, et j'allais dire c'est tant mieux, mais en vrai c'est juste comme ça, c'est un fait. D'ailleurs, combien d'entre vous ont des ancêtres qui ne sont pas nés français? Voire tous, voire leurs grands-parents ou leurs parents, ou eux-mêmes. Et pour les autres, comment savoir si plus haut tout le monde était ici? Moi par exemple, je sais pas. Ça se trouve, la plupart de mes ancêtres, il y a 2000 ans, étaient des Gaulois, et ça se trouve, aucun. Et probablement peu dans tous les cas, on peut pas savoir. Bah si, en fait, on pourrait savoir avec la génétique, mais il faudrait faire des tests sur tout le monde, ça prendrait un temps fou, ça engloutirait tout le pognon du pays, et ça serait même pas fiable à 100%. Franchement, on a autre chose à branler. Donc la réponse à cette question, c'est Question numéro 2. Les Gaulois étaient-ils des Français? Alors là, c'est facile, la réponse est non. On l'a dit dans la première partie de la vidéo, déjà les Gaulois ne parlaient pas notre langue, n'avaient pas les mêmes coutumes que ce qu'on connaît, pas la même vie, et surtout, ils ne se voyaient pas comme un peuple. Donc non, les Gaulois ne constituent pas une entité, et ils avaient encore moins les caractéristiques d'une nation. Ils étaient juste au même endroit que nous, il y a longtemps, et ça suffit pas. Sinon, pourquoi pas dire que l'homme de Néandertal c'était un Français, ou les dinosaures et les bactéries dont on descend et qui vivaient là il y a des millions d'années. C'est complètement con.
Non, la naissance de la France et des Français, ça vient beaucoup plus tard, au Moyen-Âge, quand on a un État qui se structure sur notre territoire avec une unité du peuple autour. Et encore, même au Moyen-Âge, c'est pas totalement acté comme truc. Voilà, la réponse c'est non, les Gaulois, c'était pas des Français. Question numéro 3, les Français sont-ils des Gaulois? Non mais non, c'est pas la même question, il y a une nuance. Et cette nuance, elle est liée à la question de mythe national. Est-ce que dès lors qu'on est français, on doit se référer au mythe des Gaulois pour se construire, tout en sachant que c'est un mythe et non une transposition de ce qu'on est? Déjà, il faudrait savoir ce qu'on veut dégager de l'histoire des Gaulois, hein, ce qu'on veut avoir comme modèle, comme histoire commune. Parce que si c'est genre, le mythe national, c'est des mecs qui font des tonneaux, c'est un peu naze. Alors qu'est-ce qui pourrait ou devrait inspirer en partie ce que nous sommes chez les Gaulois? C'est complexe, mais je vois qu'un seul truc en vrai, la guerre des Gaules et l'action de Vercingétorix. Le seul truc qu'on peut dire, c'est que les chefs gaulois, et notamment le premier d'entre eux, ont su pour la première fois unir des gens qui habitaient sur ce territoire, malgré leurs différences, leur éloignement, leurs antagonismes parfois, contre une menace extérieure. Et quelle menace? Les Romains, certes, mais que représentaient-ils? Une remise en cause de leur liberté à être ce qu'ils sont, de leurs valeurs dans une forme d'unification et d'uniformisation froide. Et la tronche de leur armée est une analogie parfaite de ça. Le tout organisé dans un système impérial, même si Rome n'est pas encore un empire politiquement, dans lequel les Gaulois n'avaient aucune prise. En gros, la lutte des Gaulois, c'est la lutte entre la liberté d'être ce qu'on veut, de s'organiser comme on veut, avec nos propres modes de vie, contre le pouvoir d'une bureaucratie perçue comme déshumanisée. Ok, je tords un peu le bâton, hein, un peu. Mais dans notre société à nous, dans laquelle on est tous là, avec nous aussi beaucoup de différences et un manque d'unité flagrant, à subir les pressions et les dominations d'un monde dans lequel on ne se reconnaît souvent plus, géré dans des sphères financières, boursières ou politiques sur lesquelles on n'a aucun impact, les Gaulois et leur histoire, ça peut être une source d'inspiration parfois. Reste plus qu'à trouver un catalyseur, un Vercingétorix, ou des Vercingétorix. Alors c'est peut-être aller très loin et sortir du cadre purement historique, mais bon, j'aime bien me dire qu'étudier le passé, ça peut donner des idées. En tout cas, pour ce qui concerne les Gaulois, c'est le seul truc qui me fait dire qu'il y a quelques proximités avec nous. Ça et les tonneaux. Bon allez, c'est terminé pour aujourd'hui, je vous laisse cogiter un peu à tout ça. On se retrouve bientôt dans un nouvel épisode de Focus Histoire, on traitera probablement d'une autre période. Et si ça vous a plu, je vous invite à faire tourner la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à ma page Facebook. On se dit à la prochaine, et d'ici là, portez-vous bien.